MrBeast, le célèbre YouTuber et véritable milliardaire, est visé par un procès cinglant, l'accusant d'avoir licencié à tort l'une de ses employées à son retour de congé maternité. Elle affirme que l'environnement de travail chez MrBeast est tellement toxique qu'elle a été obligée de travailler alors qu'elle était en train d'accoucher, dans la salle d'accouchement. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière d'allégations choquantes. Voici Scandal, présenté par Law & Crime. Je suis Sierra Gillespie. Il est sans doute le plus grand créateur au monde. 479 millions d'abonnés. Publicité du Super Bowl, émission de télé-réalité sur Amazon Prime. Jimmy MrBeast Donaldson, le gars qui offre des îles privées pour des clics, qui a proposé de payer des centaines de milliers de dollars à tout client de supermarché capable de rester le plus longtemps possible dans un magasin. Oh! Et il a aussi, selon lui, acheté le supermarché. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de sa dernière cascade. Non, nous sommes ici pour parler de quelque chose de bien plus sérieux. Nous parlons d'une plainte fédérale déposée il y a seulement quelques jours contre la créatrice de contenu. Les allégations contenues dans cette plainte dressent un portrait de MrBeast que, si elles sont vraies, ses fans n'ont jamais vu auparavant. Alors, accrochez-vous. Une ancienne cadre de MrBeast le poursuit en justice, affirmant qu'elle a été rétrogradée après avoir signalé du harcèlement au travail. Elle affirme également qu'elle a été forcée de travailler alors qu'elle était en plein travail d'accouchement. Ah! Et elle mentionne aussi ce manuel. Elle dit que ce manuel a été remis aux employés et qu'il indique, je cite directement, « Non ne veut pas dire non ». MrBeast nie tout, mais ce n'est pas simplement sa parole contre la sienne. Il s'agit d'un dossier de plus de 20 pages. Alors, à quel point tout cela est-il sérieux? Et que pourrait-il se passer si vous poursuivez en justice le plus grand influenceur du monde? Eh bien, découvrons-le. Donc, MrBeast a plus d'abonnés que la population de l'Allemagne et il est, selon les chiffres, probablement l'un des créateurs les plus prospères de l'ère numérique actuelle. Il vient d'être reconnu comme l'une des personnes les plus influentes par Time. Pendant des années, c'était simple. MrBeast fait des cascades folles, donne de l'argent et est un chic type. Mais maintenant, il y a une autre histoire, une qui couvait en arrière-plan. En 2024, le New York Times a rapporté que d'anciens candidats de son émission Beast Game ont porté plainte, alléguant des conditions dangereuses, un manque de nourriture et une négligence médicale. D'ailleurs, cette affaire est toujours en cours. Et si vous ne connaissez pas l'émission, en gros, 1000 personnes s'affrontent dans des défis physiques complètement fous et la dernière personne debout remporte 5 millions de dollars. Ensuite, selon l'Associated Press, des allégations ont émergé selon lesquelles un collaborateur de longue date aurait partagé des messages inappropriés avec des mineurs. À présent, MrBeast aurait apparemment envoyé une note au personnel en août 2024 promettant qu'il créerait une culture qui permet à tous nos employés de se sentir en sécurité et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais maintenant, une nouvelle plainte a été déposée le 22 avril dans le district Est de la Caroline du Nord par une femme qui affirme avoir été cadre dirigeante, Lauren Mavromatis. À présent, elle poursuit deux de ses entreprises, MrBeast, YouTube LLC et Game Changer 247 LLC. Selon la plainte, elle poursuit pour des violations de la FMLA, licenciement abusif et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Lauren affirme avoir été embauchée par MrBeast en août 2022 comme responsable d'Instagram. Durant sa première année dans l'entreprise, elle a été promue 2 fois. D'abord responsable de la création, puis directrice des opérations des verticales. Cela signifiait donc qu'elle dirigeait une équipe d'environ 20 personnes, gérait un budget mensuel de 500 000 $. Elle dit même qu'elle avait un bureau privé. Elle rendait directement compte à la PDG. En pleine ascension peut-être? Mais ensuite, selon Lauren, elle s'est retrouvée confrontée à une culture dont personne ne l'avait prévenue. Selon la plainte, MrBeast n'avait pas de manuel de l'employé standard avec des politiques de base. À la place, l'entreprise a distribué un document intitulé « Comment réussir dans la production de MrBeast ». Le manuel comportait des sections comme « Il est normal que les garçons soient enfantins » et « Faites tout pour donner du pouvoir aux garçons lors du tournage ». La plainte affirme également que le manuel disait « Non ne veut pas dire non » et le nombre d'heures que vous travaillez n'a pas d'importance. Lauren dit que c'était la culture chez Beast Industries. Et pour les femmes au bureau, elle dit que cela a créé un environnement toxique et dégradant où les plaintes étaient ignorées et les mauvais comportements excusés.
Selon la plainte, le harcèlement a commencé très tôt et venait directement de la direction. Lauren dit que l'ancien PDG de l'entreprise, James Warren, qui est d'ailleurs le cousin de Jimmy Donaldson, l'a soumise à du harcèlement sexuel. Elle dit qu'il l'obligeait à des réunions en tête-à-tête chez lui, dans une pièce sombre à l'étage, tout en commentant son apparence. Mais cela devient encore plus étrange. Elle a demandé à Warren pourquoi MrBeast ne voulait pas travailler avec elle sur certains projets. La plainte indique que Warren a répondu « Jimmy devient très mal à l'aise avec de belles femmes. Disons simplement que lorsqu'il va aux toilettes en votre présence, il ne les utilise pas vraiment. » L'entreprise a d'ailleurs jugé cette histoire d'aller-retour comme inventée. Ils ont expliqué que les fréquents passages de Monsieur Beast aux toilettes sont liés à la maladie de Crohn. Et ils avaient encore beaucoup à dire, ce que nous allons détailler. Mais Lauren dit que le commentaire présumé a eu un impact plus profond sur elle. Elle dit qu'elle s'est mise à porter des vêtements amples et des casquettes au travail pour que son apparence ne lui porte pas préjudice et n'affecte pas son emploi. La plainte décrit également d'autres allégations de traitement dégradant. Elle dit que MrBeast lui a demandé d'aller lui chercher une bière avant qu'il ne tourne une vidéo, ce qu'elle ne l'a jamais vu demander à un autre collègue masculin. Elle rapporte qu'un collègue masculin lui a dit de se taire et d'arrêter de parler lors d'une réunion d'équipe quand elle a posé une question. Elle dit aussi que lorsqu'elle s'est plainte d'un client riche qui lui faisait des avances non désirées, Warren lui a dit qu'elle devrait se sentir honorée qu'un client milliardaire, je cite, la drague. Donc, en novembre 2023, Lauren dit qu'elle a atteint un point de rupture. Elle a déposé une plainte officielle auprès des ressources humaines. Et devinez qui, selon elle, dirigeait les RH? La mère de Jimmy Donaldson, Susan Parisher? Selon la plainte, Lauren a détaillé ses allégations de rencontres sexuellement inappropriées, de harcèlement et de traitement dégradant. Elle affirme que Parisher lui a garanti un examen approfondi de la plainte et qu'elle gérerait l'affaire. Mais 2 mois plus tard, en janvier 2024, les résultats de l'enquête sont tombés. Et selon Lauren, il a été conclu que ces allégations n'étaient pas fondées. Et donc, ce même jour, le 23 janvier 2024, elle aurait été rétrogradée et transférée. Elle est donc passée de directrice des opérations des verticales, avec bureau privé, 20 subordonnés directs et un budget de 500 000 $ à responsable des réseaux sociaux pour la division des produits dérivés. La plainte indique qu'elle a été envoyée travailler à domicile, sans bureau, sans supervision d'équipe et avec peu d'interaction avec les cadres dirigeants. La plainte affirme que les employés de MrBeast surnommaient cette division le cimetière des carrières. Et si cela n'était pas assez choquant, attendez d'entendre ce qu'elle raconte sur sa grossesse. Nous sommes en janvier 2025. Lauren a informé sa supérieure qu'elle était enceinte et qu'elle devrait s'absenter pour la naissance de son enfant. Selon la plainte, MrBeast ne lui a fourni aucun avis écrit concernant ses droits en vertu de la loi sur le congé familial et médical. Aucun avis d'admissibilité, aucune notification de désignation, rien du tout. Le 31 mars 2025, elle a accouché. Elle affirme que l'accouchement a été assez difficile et que son bébé a eu besoin de passer du temps en unité de soins intensifs néonatal. Selon la plainte, MrBeast ne lui a laissé aucun répit. Elle affirme que sa supérieure lui a demandé de travailler sur un lancement de produit quelques jours après son accouchement. Elle affirme avoir dû rester debout 10 heures sur un stand d'exposition 3 semaines après son accouchement et avoir été envoyée au Brésil pour un tournage vidéo. Maintenant, Lauren a confié à l'Associated Press « Je saignais encore et je devais me présenter ». Selon la plainte, elle participait à une conférence téléphonique professionnelle depuis la salle d'accouchement, craignant de perdre son emploi si elle refusait de travailler. Mais malheureusement pour elle, le 6 novembre 2025, moins de 3 semaines après que Lauren soit revenue à temps plein de son congé FMLA, elle affirme que MrBeast l'a licenciée. Selon la plainte, on lui a dit que son poste était supprimé, mais aussi qu'elle était trop qualifiée pour le poste auquel elle avait été rétrogradée. Mais au lieu de lui proposer un autre poste, elle dit que l'entreprise lui a proposé un accord de départ. Selon la plainte, ils ont essayé d'utiliser la couverture médicale pour son nouveau-né afin de la contraindre à renoncer à ses droits légaux. Elle dit qu'elle a refusé. Et selon la plainte, MrBeast a publié une offre d'emploi pour un poste de responsable du contenu sur les réseaux sociaux à peu près au moment de son licenciement. Elle dit qu'on ne lui a pas proposé le poste, ni même donné la chance de postuler, et que l'entreprise a finalement confié ce poste à un homme au début de 2026. Nous avons contacté Lauren pour un commentaire. Elle ne nous a pas répondu, mais l'équipe de MrBeast s'exprime. Une porte-parole de Beast Industries a déclaré, je cite, « Cette plainte, motivée par la recherche de notoriété, repose sur des déformations délibérées et des affirmations catégoriquement fausses, et nous avons les preuves pour le démontrer.
Il existe de nombreuses preuves, notamment des messages Slack et WhatsApp, des documents de l'entreprise et des témoignages de témoins qui réfutent sans équivoque ces affirmations. Nous ne céderons pas face à des avocats opportunistes qui cherchent à s'enrichir à nos dépens. L'entreprise a aussi réagi aux commentaires présumés de James Warren sur les toilettes, le jugeant ridicule. Il s'agit d'une allégation fabriquée dans le seul but de faire les gros titres. Il est également révoltant que le procès exploite les problèmes oculaires de Jimmy et sa maladie de Crohn, deux conditions médicales dont il a parlé ouvertement en public. L'entreprise a qualifié l'accusation de rétrogradation de fausse et inexacte. Sur l'allégation liée à la notification au titre de la FMLA, l'entreprise a fourni une capture d'écran de sa signature confirmant la réception du livret du salarié et des politiques FMLA. La porte-parole a précisé que Lauren n'avait pas été licenciée, mais que son poste avait été supprimé avec d'autres lors d'une restructuration de l'entreprise. Très bien, nous vous avons présenté l'ensemble du procès, et maintenant je voudrais aller un peu plus loin, tout décortiquer avec une experte. Alors, faisons l'avenir. Voici Cameron Dolan-Shaw, avocate experte en divertissement et droit du travail, amie de l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je pourrais explorer de nombreuses pistes avec ce procès. Quelles sont vos premières impressions? Oui, je veux dire, il semble qu'il y ait eu une culture d'hostilité envers les employés dans l'entreprise, une culture axée sur la performance et les résultats, ce qui n'est pas inhabituel pour les startups et les fondateurs à succès. Mais évidemment, il y a une limite, et cette limite, c'est la loi, et dans ce cas, la loi fédérale. Certaines de ces allégations sont aussi vraiment scandaleuses. La plaignante qui a déposé cette plainte, ou plutôt cette action en justice, affirme qu'elle a dû travailler, vous savez, alors qu'elle était très enceinte jusqu'à ce qu'elle soit en salle d'accouchement. Ce qui, je n'ai jamais accouché, mais d'après ce qu'on dit, ce n'est pas vraiment facile à faire. Ça doit probablement, vous savez, être très éprouvant, comme on peut l'imaginer. Mais le fait qu'elle travaillait alors qu'elle était littéralement en train d'accoucher, qu'est-ce que vous pensez de cette allégation? Je veux dire, la loi protège spécifiquement les femmes enceintes comme elle le devrait, les femmes qui prennent un congé au titre de la FMLA, la loi américaine sur le congé familial et médical. C'est précisément conçu pour cela. En tant que société, nous voulons protéger nos mères, nos futures mères, et donc mettre en danger la santé d'une femme et de son bébé est scandaleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez, honnêtement, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai l'âge où je commence à penser à peut-être avoir des enfants. Et c'est une question que beaucoup de mes amis, d'autres femmes, doivent aussi se poser. Comment cela va-t-il impacter le travail? Oui, légalement, j'ai le droit de prendre un congé maternité, peu importe la durée, environ 3 mois. Mais après cela, est-ce que mon poste m'attendra? Et oui, il le devrait. Mais je veux dire, dans ce cas, elle dit qu'après quelques semaines, elle est revenue et que son poste avait en quelque sorte disparu, qu'on le lui avait retiré, elle a été complètement licenciée. Donc, pouvez-vous expliquer un peu comment cela fonctionne? Votre poste devrait être protégé pendant un congé maternité, non? C'est exact. Selon la FMLA, vous avez droit à 12 semaines non rémunérées et vous êtes protégé pendant un certain temps après cela, ce que beaucoup de gens ignorent. En cas de complications ou de problèmes médicaux, l'employeur doit vous accorder des aménagements. S'ils ne le font pas, ils enfreignent la loi sur l'équité en matière d'emploi et de logement, la FICHA. Donc, il existe plusieurs protections pour les personnes, et je sais que cela peut faire peur de risquer de perdre son emploi. Mais en tant qu'avocat des plaignants, je veux rassurer les gens en leur disant qu'il y a beaucoup d'entre nous, pour le meilleur ou pour le pire, prêts à représenter les personnes qui ont été lésées par leur employeur. Parce que cela ne devrait vraiment pas être une préoccupation pour une nouvelle maman. Elle devrait se concentrer d'abord sur sa récupération et aussi sur son bébé. Exactement. Donc le travail, je veux dire, oui, le travail est très important et ça fait partie de l'identité de beaucoup d'entre nous. Et tu sais, à ce qu'il paraît, elle avait un boulot plutôt sympa. Mais d'après les accusations qu'elle porte, la toxicité dans l'environnement de travail, encore une fois, ce ne sont que des allégations, ça n'a pas l'air super. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces allégations? Je veux dire, tu penses qu'elle a un dossier assez solide ici? Oui, je le pense. Se faire licencier 3 semaines après son retour et être obligé de travailler sans aucune forme d'aménagement, c'est vraiment grave. Donc, elle pourra mettre en avant le moment, ce qu'on appelle la proximité temporelle entre son licenciement et la naissance de son enfant, ainsi que ce que nous appelons les preuves de type MeToo, soit des plaintes similaires pour environnement de travail hostile contre l'entreprise. Pour donner un peu de contexte et d'éclairage sur ce qui se passait dans l'entreprise de MrBeast, D'accord. Tu ouvres maintenant la porte à d'autres allégations qu'elle a déjà présentées. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons cela.
Il y a eu des rumeurs sur la culture chez MrBeast, sur ce qui s'est passé, et dans ce procès, elle dit carrément que c'est un club de mecs. Je suis une femme qui a travaillé ici, mais c'était surtout un milieu masculin. Les hommes restaient entre eux. Ce n'est pas vraiment un nom, ce genre de choses. Alors, est-ce que ça montre bien un schéma, je suppose, d'un environnement de travail toxique? Absolument. Ces cultures sont courantes, surtout dans les industries technologiques, du jeu vidéo et désormais aussi sur les réseaux sociaux, où elles sont dirigées par de jeunes fondateurs masculins qui, malheureusement, n'ont pas l'expérience ni la sagesse nécessaires pour prendre soin correctement de leurs employés, et surtout des femmes dans ce cas. Vous savez, il y a une mentalité propre à beaucoup de startups et aux personnes de cette génération. C'est on casse tout puis on s'excuse après, n'est-ce pas? Et donc, malheureusement pour eux et heureusement pour les employés, il y a une limite à ne pas franchir. Donc, les employés ne devraient pas avoir peur d'exercer leurs droits et de consulter des avocats lorsqu'ils pensent que, vous savez, leurs droits ont été violés. Je pense que c'est vraiment difficile parce que pour beaucoup de gens, et moi y compris, le travail fait partie de notre identité. C'est ce qu'on aime faire. On a étudié pour ça. On a eu le poste. C'est génial. Maintenant, il faut payer les factures. Cette femme a un enfant et doit subvenir à ses besoins. J'ai besoin de gagner de l'argent grâce à cette entreprise. Donc, on a un peu peur de s'exprimer. Est-ce que vous rencontrez souvent ce cas? Tout le temps, je dois rassurer des clients en permanence qui sont très, très inquiets. Heureusement, au moins en Californie, nous avons des verdicts et des jugements importants contre ces entreprises, vous savez, pouvant atteindre 10 fois leur salaire, voire davantage. Donc oui, c'est un sérieux désagrément temporaire de ne pas avoir ce revenu, mais potentiellement, vous pourriez recevoir beaucoup plus en dommages et intérêts si vous avez un bon avocat pour vous représenter. Et il se passe aussi beaucoup de choses ici. Nous avons tout le problème du fait qu'elle n'aurait pas dû être licenciée ou remerciée seulement quelques semaines après avoir accouché et pris son congé maternité. Selon vos propos, cela a été protégé au titre de ses droits en tant qu'américaine. Mais en plus de cela, ce dont nous parlions, certaines des autres choses qu'elle a mentionnées, vous savez, le soi-disant entre-soi masculin, le harcèlement sexuel présumé qui existait aussi. Est-ce que cela permet de bien établir un schéma d'abus? Si on inclut aussi, je suppose, certains des comportements sexuels qui semblent un peu inappropriés dont nous avons parlé dans notre épisode aujourd'hui, est-ce que cela aide sa cause? Oui, le tribunal et le jury vont examiner l'ensemble des faits. Donc, je dirais qu'une seule chose ne suffit pas pour elle, mais prise ensemble et probablement avec des témoignages supplémentaires, cela pourrait l'être. Et ce qui sera le plus important dans cette affaire, comme dans toute affaire de harcèlement ou de discrimination, c'est la crédibilité de la plaignante face à la sympathie ou l'antipathie envers MrBeast dans ce cas, et ce sera au jury d'en décider. C'est compliqué, n'est-ce pas? Parce que MrBeast est vraiment adoré. Je veux dire, il a des millions d'abonnés sur YouTube. Il a, vous savez, son émission sur Amazon. Les gens l'aiment vraiment. Et pour rebondir sur ce que vous dites, nous avons des créateurs en pleine ascension comme MrBeast qui créent ce contenu vraiment génial. Évidemment, beaucoup de gens aiment ça. Ils font des vues. Tout va bien. Mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément, je dirais, la formation, l'éducation ou, vous savez, les connaissances institutionnelles pour diriger une entreprise. Parce que selon ce qu'allègue la partie plaignante, il y avait un manuel dans lequel des choses assez bizarres étaient écrites. Et là, je paraphrase simplement. Certaines choses disaient, par exemple, que le nombre d'heures travaillées n'a pas d'importance et que non ne signifie pas vraiment non. Si elle peut montrer des captures d'écran ou le manuel de l'employé en version papier, si elle l'a, cela constitue-t-il une preuve suffisamment accablante? Absolument. La première chose que nous faisons lorsque nous prenons une affaire, c'est de demander le dossier du personnel et les fiches de paie que l'employeur doit fournir, au moins selon la loi californienne, sous 30 jours et ils fournissent le manuel de l'employé. Et nous examinons les politiques et nous vérifions si ces politiques sont conformes à la loi. Donc, ces déclarations seules ne rendent pas forcément les politiques non conformes, mais elles donnent certainement de la couleur et du contexte à ce qu'elles vivaient dans ce club réservé aux hommes. L'une des prochaines questions que j'ai à ce sujet est aussi: pourquoi cela s'est-il retrouvé devant un tribunal fédéral? Peux-tu m'expliquer cela? Oui, le tribunal fédéral est une instance plus rapide. Je dirais que vous avez de meilleurs juges, même si évidemment il y a aussi d'excellents juges dans les tribunaux d'État. Mais au tribunal fédéral, vous avez ceux qui sont nommés par les présidents.
Et il y a aussi ce qu'on appelle la diversité de citoyenneté entre l'État où la société est constituée et celui du plaignant. S'ils viennent d'États différents, cela finira de toute façon devant le tribunal fédéral. En tant que plaignant, vous préférez souvent que l'affaire soit portée devant un tribunal d'État. Donc, c'est un geste intéressant, mais je dirais que cela montre une certaine confiance de la part du plaignant de choisir délibérément de porter l'affaire devant le tribunal fédéral. D'accord. Honnêtement, je me disais qu'elle paraît très sûre d'elle pour avancer avec ses accusations. Hier encore, j'ai couvert l'affaire. Il y a un procès civil en cours avec Kylie Jenner. J'ai lu le dossier du procès et, honnêtement, les accusations contre Kylie à titre personnel, puisqu'elle est nommée comme défendresse, me paraissent assez faibles, n'est-ce pas? Elles sont presque inexistantes, oui. Exactement. En le lisant, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est différent. Elle a la preuve, la date, les faits, etc. Elle l'a vraiment noir sur blanc. Donc ça lui donne de la confiance. Et je suppose que pour rebondir sur ce que tu disais, on a parlé des problèmes passés d'inconduite présumée, d'autres personnes qui ont fait partie de la société MrBeast et qui y ont travaillé. S'ils arrivent à se regrouper, tu crois que ça aide? Tu penses que ces avocats discutent avec d'autres anciens ou actuels employés? Absolument. Et cela se produirait même avant même d'accepter de représenter le client, juste pour mener leur propre enquête afin de savoir si l'affaire est fondée ou non. Du moins, j'espère que chaque avocat des plaignants fait cela. Ce que j'ai appelé plutôt les preuves de type MeToo, c'est bien cela, non? Voir d'autres personnes ayant vécu la même chose, qu'elles aient porté plainte ou non, importe peu, elles seront des témoins utiles. Donc, nous avons beaucoup parlé de la plaignante ici parce que nous lisons sa plainte. Ce sont toutes les preuves que nous avons pour l'instant. Mais je veux quand même préciser qu'il y a un autre aspect à tout cela. Il y a MrBeast et son équipe. Exactement. Alors, qu'en penses-tu? Il s'est manifesté et a dit que non. Rien de tout cela ne s'est produit. Tu sais, il nie toutes les accusations de faute. Quelles sont les démarches actuelles de son équipe de défense? Oui, le pire fait pour lui, comme je l'ai mentionné, c'est la proximité temporelle entre le licenciement et le congé. C'est un fait incontesté auquel ils vont vraiment devoir s'adapter. Maintenant, ce que les défendeurs aiment faire dans ces situations, c'est mettre en avant des problèmes de performance. Ils diront qu'elle avait de mauvais résultats, des problèmes d'assiduité et d'autres soucis, donc nous l'avons sanctionnée. Et indépendamment de son congé, de sa grossesse ou de tout autre facteur de son genre, nous allions de toute façon la licencier. Ça va être difficile à prouver. Le plaignant exposera d'abord son dossier, puis la charge de la preuve incombera au défendeur qui devra montrer que, malgré tout, la même décision aurait été prise. Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Je veux dire, c'est un peu difficile parce qu'elle a été promue très rapidement. Elle avait un poste très important, elle travaillait sur Instagram. Elle s'occupait des vidéos verticales. Toute personne qui regarde MrBeast sait qu'il a beaucoup de contenu sur YouTube. Et nous passons notre temps sur nos téléphones à regarder ses vidéos. Elle est donc en partie responsable. C'est probablement une grande part de ses revenus. Et soudain, on dit qu'on allait supprimer ce poste de toute façon. Ça va être assez difficile à prouver, surtout s'il y a une déposition ou éventuellement le témoignage d'autres employés. Passé ou présent, peu importe, ils se manifestent et disent « Il m'est arrivé ceci avec X, Y, Z ». Donc, je veux dire, si on a des preuves comme ça, montrant la période de 3 semaines après son retour de congé maternité, puis qu'elle a été licenciée, que le poste a été supprimé, peu importe. Existe-t-il d'autres démarches qu'il pourrait entreprendre pour se défendre en tant que défendeur? Selon lui, il espère qu'aucun courriel interne n'a été envoyé pendant son congé pour demander son licenciement. D'accord. Donc, la prochaine étape de cette affaire sera la phase de communication des pièces où il y aura un échange de documents. Et c'est la première chose que je demanderai en tant qu'avocat du plaignant, et c'est la première chose que j'essaierai de comprendre en tant que défendeur pour essayer de ne pas la fournir. Et il pourrait y avoir une bataille judiciaire à ce sujet, mais c'est la base de la procédure de communication des pièces. Et s'il y a des communications internes qui vont dans ce sens, ce sera un gros problème pour MrBeast. D'accord, je dois poser la question car je suis très curieuse. Par exemple, chez Law and Crime, nous communiquons surtout via Slack. Je sais que beaucoup utilisent ça ou Teams. Nous avons aussi des emails, mais essentiellement, c'est surtout Slack. Cependant, j'ai les numéros de téléphone de presque tous mes collègues. Je leur ai envoyé des textos à propos de certaines choses, je les ai peut-être même appelés ou fait des FaceTime, peu importe. Donc, pourrait-il demander le téléphone de MrBeast, ses textos, ses vrais messages envoyés depuis son téléphone personnel, s'il communique avec ses employés? Si cela concerne l'affaire, si cela concerne le plaignant, absolument.
Slack, Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram, tout cela peut être réclamé dans le cadre de la procédure. Donc, les gens devraient faire attention. Certains pensent que l'écriture, c'est juste rédiger un email ou une lettre. Mais non, c'est tout ce que vous exprimez aussi numériquement par écrit. Les avocats du plaignant tenteront d'obtenir cela. Comme dit, je prévois une bataille judiciaire. Les avocats de MrBeast invoqueront la confidentialité, mais c'est juste la première phase de la communication de preuves. Oh mon Dieu, j'ai l'estomac noué rien que d'y penser. J'ai dû passer en revue mes messages, tu sais, et puis on a aussi les allégations selon lesquelles elle aurait été discriminée parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est la mère. Mais il y a aussi les allégations concernant cette culture très entre mecs, l'ambiance de travail en général, les inconduites sexuelles, tout ça. S'ils obtiennent l'autorisation d'accéder à ces messages, Slack ou email, ils cherchent des infos sur le congé maternité et demandent s'il a fait des commentaires à ce sujet. S'ils trouvent quelque chose d'assez incriminant, par exemple une inconduite sexuelle, peuvent-ils s'en servir? Absolument, il y a des allégations dans la plainte qui concernent cela. S'ils découvrent un élément lié à une inconduite sexuelle envers quelqu'un d'autre selon la doctrine MeToo, même sans rapport avec le plaignant, ils pourraient aussi l'utiliser. Encore une bataille judiciaire sur la communication de preuves, très amusant pour nous, les avocats, c'était du sarcasme. Si cela n'a rien à voir avec une inconduite sexuelle, mais disons qu'il s'agit d'autres types d'inconduites complètement sans rapport avec cette affaire, cela ne serait pas pris en compte, mais ce serait évidemment une note mentale pour les avocats afin d'essayer de contacter la personne et d'ouvrir une affaire distincte. Oh wow! Lire et examiner des textos, ce que je fais parfois pour le travail, surtout dans des dossiers judiciaires. J'adore ça, car je me demande toujours de quoi parlent les gens? Que se passe-t-il en privé? Je veux tout savoir. Si j'étais MrBeast, je dirais pas touche à mon téléphone. C'est ma dernière question, Cameron, car on pourrait en discuter longtemps. Tu as dit l'avoir mentionné plusieurs fois. On pourrait en parler longtemps, mais tu as répété que ce sera une bataille judiciaire. Beaucoup de choses vont arriver, la plainte vient d'être déposée. Selon toi, quels sont les délais? Je veux dire, si elle veut aller jusqu'à un procès devant un jury, est-ce qu'il aurait plutôt intérêt à régler l'affaire avant pour que tout cela disparaisse? S'ils engagent une procédure judiciaire, combien de temps ça prendrait? Quelles sont tes suppositions? Oui, donc environ 90% des affaires se règlent avant le procès. Il faut vraiment un cas très particulier pour aller jusqu'au bout et aller au procès, même quand tu as vraiment deux personnes qui se détestent énormément, ce qui arrive souvent dans les litiges. Donc il y a une très très forte probabilité que ça se règle finalement. Ça peut se régler dès demain, comme tu l'as vu avec la plainte de Casey contre Diddy. Ça peut se régler dans 1 an ou 2 ans. Le procès a généralement lieu dans 1 an et demi à 2 ans. Et je serais surpris si cela allait finalement jusqu'au procès. Généralement, après avoir consulté les informations et les documents, l'une des parties conclut que son dossier est solide ou faible. Et il, vous savez, décide de régler l'affaire de cette façon. S'ils restent tous les deux campés sur leur position, vous savez, au cours des prochaines années, alors oui, il est possible qu'il y ait un procès. Et cela dépendrait simplement de la sympathie du plaignant par rapport à celle de MrBeast devant le tribunal. Je suppose qu'on va devoir attendre et voir ce qui va se passer. Je veux dire, d'après les statistiques que vous mentionnez, il est peu probable que cela se termine par un procès. Nous avons vu des affaires aller au tribunal, comme Johnny Depp contre Amber Heard. Il se passe beaucoup de choses, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous te réinviterons dès qu'il y aura des nouveautés. Merci Cameron d'être venu sur Scandale aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous voulez en voir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre animatrice, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.